de je dois faire comme ça pour ne pas me faire écraser ou je dois faire comme ça pour évoluer. Et en fait, je me disais, mais où est la place à ce que je suis ? En fait, on me demande juste de pousser avec un traiteur, de pousser tout droit. Mais si j'ai envie d'avoir des courbes, finalement, j'ai pas cet espace. Il y a vraiment eu cette conscience du, ok, où j'en suis en fait réellement aujourd'hui. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Il y a un truc un peu comme ça, et quand t'apprends finalement à faire des erreurs, tu te rends compte que ça n'en est pas, que c'est des apprentissages, et surtout que ça te permet de grandir, d'évoluer, de progresser, plutôt que de rester justement un truc un peu stagnant, où tu dis t'as trop peur de faire une erreur, donc du coup tu préfères ne rien faire, plutôt que faire. Du coup t'avances pas. Du coup tu fais rien. La vie quoi. Alors du coup, le plus près que je tiens le micro, le mieux ça sera... Collé à mon menton ? Ouais, comme ça c'est super. J'ai déjà tellement chaud. Ouais, en plus avec le thé. On s'est fait un thé chaud, il fait 35 degrés. Oh non, je me dis bon, à la marocaine, tu vois. Ambiance, quand t'as chaud, bois du chaud. On soigne le chaud par le chaud, punaise. Tout appelé à croiser nos chemins. J'ai rencontré Marion il y a près d'1 an, et son parcours de vie m'a émue autant que son alignement personnel m'a intriguée. Marion, c'est le genre de copine que t'as envie d'avoir jamais loin de toi. Toujours de bons conseils, avec une sagesse qui étonne. Cette sagesse, elle l'a bossée, dans l'inconfort le plus total. La sagesse s'apprend, se muscle, s'entretient. Elle ne tombe pas un beau matin dans une tasse de café, mais elle se forge dans les tréfonds de la découverte de soi. Si Marion a une connaissance d'elle si précise aujourd'hui, c'est parce qu'elle a pris le temps. Et prendre le temps, c'est finalement se déconnecter de l'exigence. Longtemps, elle s'est vue empêtrée dans ses schémas d'excellence, des devoirs être et devoirs faire qui l'étouffaient, qui nous étouffent tous. Si un peu d'exigence envers soi-même est nécessaire pour quelconque accomplissement, une surexigence nous aliène. Et pour contrer cette aliénation, un antidote, la reconnexion au plaisir et à la sensibilité. Comment alors développer une relation apaisée avec soi-même ? Avec Marion dans cet épisode, on parle d'exigence, d'émotion et de sensibilité. J'espère que cette écoute t'aidera à reconnecter avec ta sensibilité. Bon, Marion, j'ai déjà lancé l'enregistrement. On commence quand tu veux. Je vais planter un petit peu le décor. Tu es une amie, on est à Biarritz, chez toi. On s'est rencontrés au Pays Basque et je sais pas bien comment te décrire. Par contre, je sais ce que tu offres au monde. Tu nourris et tu guides toutes les personnes qui croisent ton chemin et d'une façon assez magique. Tu me nourris beaucoup à titre personnel. Chacun de nos échanges m'apprend beaucoup. Et je crois que tu m'aides quelque part à me sentir un peu mieux. Du coup, je vais te demander déjà comment tu te sens aujourd'hui. Alors déjà, je suis très émue par ton introduction. T'as les larmes aux yeux, c'est fou. Ouais, je suis émotive. Je suis une grande sensible. Mais déjà, je te remercie pour tes mots qui sont très doux à recevoir de ta part. Et c'est une très belle rencontre qu'on a faite il y a pas si longtemps que ça au final, mais qui a été une vraie connexion de cœur, et je suis tellement heureuse que cette connexion se soit faite et qu'elle elle a mis du temps à se faire au final, parce qu'on n'a pas réussi à se voir pendant longtemps, alors que tous les éléments essayaient de nous réunir, et là je suis très heureuse. Donc il y a un mélange d'émotions, de gratitude et de joie en fait qui se mêlent aujourd'hui en moi. Mais en fait, c'est un ami qui me disait tout le temps, mais il faut que tu rencontres Marion, vous avez tellement de choses à se dire, et puis on a fini par se rencontrer, et maintenant on se quitte plus. Oui. Mais ça ne répond pas à ma question, Marion. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Au-delà du fait qu'il fait très chaud. Oui, il fait très chaud, et encore, on a passé les grosses chaleurs. Je me sens très alignée en ce moment,
Donc, il y a eu pas mal de vagues, et ça fait partie de la vie, hein, d'être dans des vagues émotionnelles. Et c'est ce que j'adore aussi explorer, toutes ces vagues émotionnelles. Et c'est ce que j'adore faire explorer aussi aux personnes que je rencontre et qui viennent me voir pour des accompagnements, d'arriver à comprendre justement toutes ces vagues et d'apprendre à les surfer. c'est l'analogie un peu du jour. Mais, tu t'es mise récemment au surf d'ailleurs, et on en parlait en off tout à l'heure. Ça t'apprend beaucoup de choses en termes de philosophie de vie. Ouais, c'est une vraie culture et une vraie philosophie que j'avais hâte de rencontrer, parce que j'ai commencé à 14 ans, mais je me suis arrêtée et voilà, je sais pourquoi aujourd'hui j'ai été attirée par le surf au vu de tous ces enseignements, des éléments en permanence. Donc je me sens très alignée sur cette vie que je vis aujourd'hui et qui correspond tellement à ce dont j'ai toujours rêvé depuis petite. Et est-ce que tu sais pourquoi tu avais arrêté le surf ? Et pourquoi tu recommences aujourd'hui ? Eh bien, alors, j'ai fait plusieurs tentatives en surf, donc depuis que j'ai 14 ans. Et d'ailleurs, 2 de mes très bonnes amies, encore aujourd'hui, je les ai rencontrées en camp de surf quand on était ados. Donc l'amitié a perduré et la passion, finalement, a demandé à être réveillée. Et c'est très drôle parce que ces 2 amis, quand je leur ai dit que que je partais vivre au Pays Basque, on dit depuis le temps que tu veux surfer. Et je me disais waouh, j'avais pas souvenir que c'était si profond en moi et que j'en parlais autant. Et je pense que j'ai arrêté déjà d'habiter à Paris. Il y a aussi ça où j'ai pas forcément été en contact avec cette discipline. Et puis à 14 ans, c'est vrai que il y a eu le surf qui est venu dans ma vie, mais au même moment il y a le yoga qui est rentré dans ma vie. Donc voilà, j'ai glissé vers le yoga, qui est devenu plus qu'une passion, enfin qui est devenu ma vie. Ouais. Et c'est vrai que voilà, il y a eu quelque chose qui était beaucoup plus accessible aussi à travers le yoga, parce que je pouvais le faire de manière plus quotidienne, on va dire, que le surf. Habitant Paris, forcément c'est un peu plus complexe à organiser. Et après, je me suis pas forcément, j'ai réessayé. Donc au cours de mes voyages, quand je suis allée à Bali, j'ai retenté un peu partout où j'ai pu. Et à chaque fois, c'était magique. Mais je crois que quelque chose m'impressionnait beaucoup. C'était quoi qui t'impressionnait ? L'élémentaire me rassure beaucoup. Donc le yoga, c'est très terrien. Enfin, c'est vraiment cet élément qui te porte, qui t'ancre et qui te ramène au sol et qui te stabilise, en fait. Et je pense que j'avais besoin de ça dans ma vie aussi, d'apprendre à me stabiliser, d'apprendre à m'ancrer. Donc l'élémentaire était très bénéfique, en fait, pour moi. Et l'eau, pour moi, c'est un élément qui m'impressionnait, en fait. Parce qu'inconnu, parce qu'inconnu et parce que grandiose aussi. Alors après, on peut dire la terre, les montagnes sont grandioses aussi, mais j'ai toujours adoré escalader, grimper. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me... Oui, tu étais moins à l'aise dans l'eau. Voilà. Alors que pourtant, depuis petite, je suis dans l'eau. Donc à 6 mois, mon père m'a jeté dans l'eau avec mes brassards et en fait, donc voilà, j'ai appris comme ça à nager depuis toute petite. Mais toutes ces vagues, toute cette puissance en fait de vie qui était mouvante, imprévisible, parce que c'est ça aussi, tu sais jamais à quoi t'attendre, donc c'est d'apprendre à observer, d'apprendre à lire aussi l'océan, donc c'est quand même toute une presque une science en fait. Surtout à passer la barre complètement. Donc soit tu fais demi-tour, soit tu la passes cette barre. C'est ça, et en fait ça demande tellement de persévérance, donc en fait ça apprend la persévérance, ça apprend la détermination, mais une détermination qui est, en tout cas que moi je ne perçois pas comme étant une détermination en force. C'est vraiment en tout cas, comment moi je le vis, il y a vraiment cette notion de ok, comment je fais corps avec l'océan. Donc comment j'arrive à non pas aller contre la vague, mais à être portée par la vague, même si je vais à sa rencontre. Donc c'est plus aller contre, mais c'est aller à la rencontre de la vague. Et je trouve ça tellement beau au final de sentir deux forces de vie, parce qu'on parle de prana en yoga, et donc l'énergie vitale, et en fait c'est 2 énergies vitales qui se rencontrent et qui peuvent finalement être très douces l'une envers l'autre lorsqu'elles rentrent en contact l'une avec l'autre, et non plus être dans un rapport de force qui peut être assez violent, où effectivement on peut se retrouver avec la planche dans tous les sens et se noyer à moitié sous les vagues. Là c'est de se dire ok, comment je fais confiance finalement au process de la rencontre. Et tout comme ne plus aller contre toi, mais avec toi, chose que tu as apprise. Exactement. Tu as un parcours de vie vraiment absolument incroyable, Marion, et donc on va en reparler. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu te tendre le micro aujourd'hui. Mais avant toute chose, merci à toi. Mais avant toute chose, comme à chacun de mes invités, alors c'est plus que l'introduction là, puisqu'on a déjà bien blablaté, mais qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Waouh.
Waouh, sacrée question. Oui. Sacrée question, parce que j'ai eu l'impression d'avoir 10 000 vies. Et tu en as eu. J'en ai eu, ouais. C'est pas qu'une impression. Donc j'ai l'impression que la vie elle a été très généreuse avec moi dans les enseignements, même s'il y a eu des évidemment, enfin j'ai vécu des expériences de vie qui étaient très douloureuses. Donc comme tout le monde, hein, tout le monde vit ses expériences aussi et traverse aussi ses déserts et grimpe ses montagnes. Mais je trouve que dans les enseignements que j'ai eus de ces expériences, qu'elles aient été extrêmement agréables ou extrêmement désagréables, en tout cas, la vie m'a offert mais tellement d'enseignements. Enfin, ce serait difficile pour moi et là je sens que c'est difficile pour moi d'en capter un, parce que j'ai l'impression que tout est enseignement tout le temps en fait, et que j'ai tellement à apprendre. J'ai l'impression d'être un bébé. Donc je ne sais pas quel âge a mon âme, mais j'ai l'impression que c'est un bébé qui découvre la vie, et j'ai l'impression que chaque jour en fait j'apprends quelque chose ou je réapprends quelque chose sous une autre forme. Donc parfois c'est le même enseignement, mais ça va être sous un autre prisme qui va me permettre de voir comme une couleur. En fait, tu peux voir du bleu, et en fait c'est l'enseignement de base, et puis la vie t'amène à voir du bleu turquoise et du bleu roi et du bleu électrique et du bleu nuit, et en fait tu passes ton temps finalement à découvrir d'autres teintes encore plus subtiles qui te permettent d'aller encore plus loin dans cette compréhension de l'enseignement. Donc quel est mon plus grand enseignement? Si je devais en choisir qu'un, ce serait d'apprendre toujours à marcher. Donc toujours à se relever. Donc comme un bébé. Un bébé, quand il apprend à marcher, il se pose pas la question de savoir s'il va y arriver ou pas. En fait, il se relève. Et je pense que c'est ça, c'est la résilience, en fait. De toujours croire en soi et de se dire que finalement, tout est possible à partir du moment où on y croit. Et c'est ce qui t'a permis aussi, toi, d'avancer sur ton chemin. Avant, tu avais une vie très normée, où tu laissais finalement peu de place à tes émotions et à tes ressentis. Elle ressemblait à quoi, ta vie d'avant, ta vie parisienne? Ma vie parisienne, quand je bossais dans le marketing et la communication, voilà, celle-là. Sacré tournant. Elle était assez classique en fait, mais dans cette vie classique, c'était une vie où finalement je mettais beaucoup, comme je dis souvent en cours, hein, je mettais le tapis sur la poussière, en fait, où je glissais la poussière sous le tapis plutôt. Il y avait vraiment quelque chose où mes émotions finalement était un problème. Et donc comme c'était un problème, il fallait que je les nie, ou que je les masque, ou que je les cache. Et en fait, c'est extrêmement difficile de vivre des émotions et d'être comme un volcan finalement qu'on a éteint et que j'avais éteint moi-même, parce que finalement les émotions, je me rendais compte qu'elles n'étaient pas si acceptées que ça dans le métier dans lequel je faisais. Il fallait juste être performant, productif, fallait rapporter des chiffres, donc quelque chose de très calculable, et les émotions ne sont pas quelque chose qui se calcule, qui se quantifie d'une certaine manière. C'est quelque chose qu'on vit en fait, qui est du pur ressenti. Et en fait, dans cette vision-là, dans ce cadre-là, dans cette norme-là, j'avais du mal à m'autoriser à ressentir, en fait. Il y avait vraiment ce truc d'avoir l'impression d'être hors norme, justement, et finalement d'essayer de me faufiler dans un espèce de chemin trop étriqué, et qui m'empêchait finalement de me déployer. Donc c'était une vie étriquée, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ça, et pour mes émotions, et pour ma pensée, pour mes ressentis physiques aussi. Et il y avait peu de place, en tout cas, à ce que j'étais. Oui. Et c'est une vie dans laquelle tu te mettais aussi beaucoup d'exigences envers toi-même, avec beaucoup de devoir faire. Oui. Ouais, complètement. À partir de quand t'as réussi à identifier justement les sujets qui te mettaient dans ces exigences de devoir faire? Dans le devoir faire, je pense la compétition. Tu vois, cette espèce de truc d'esprit de compétition, et qui me dérange vachement aujourd'hui, ou ça me dérange. Je veux pas y rentrer. Enfin, j'aime la compétition quand elle est saine, quand on se tire les uns et les autres vers le haut, et qu'on se dit trop bien, on se challenge, et c'est plus de la compétition. Mais la compétition qui écrase en fait les individus, en fait c'est ça qui me mettait dans une espèce d'exigence de je dois faire comme ça pour ne pas me faire écraser, ou je dois faire comme ça pour évoluer. Et en fait, je me disais, mais où est la place à ce que je suis? En fait, on me demande juste de pousser avec un traiteur et de pousser tout droit. Mais si j'ai envie d'avoir des courbes, finalement,
j'ai pas cet espace. Et donc ouais, le devoir faire, c'était beaucoup justement dans cette performance en fait, à tout va, de dire tes journées doivent ressembler à ça. Donc du coup, pour pouvoir être accepté aussi par cette société, que ce soit l'entreprise ou la société dans laquelle on vit, hein, ou au niveau des amitiés que je pouvais avoir, c'était je dois rester comme ça pour pouvoir être accepté. Donc il y avait un truc aussi est-ce que il y avait la blessure du rejet, hein, très clairement, hein, qui était très présente, est-ce que je vais être rejetée si je me montre telle que je suis, si je sors du cadre, finalement c'est le besoin primaire d'un être humain, c'est le besoin d'appartenance. Donc là, si je n'appartiens plus à ça, du coup ma survie, elle se passe comment ? Mais ça, c'est des vieilles mémoires de la préhistoire dans l'ADN humain, dans ce besoin d'appartenance, de croire que si on quitte le groupe, on meurt, alors qu'en fait, non, on revit et on vit en étant soi. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée d'exigence pour pouvoir être accepté. Et je pense que c'était ça qui me drivait beaucoup, la blessure de rejet qui m'a beaucoup drivé et qui du coup m'empêchait d'être pleinement moi et d'être authentique et de sortir du devoir être pour simplement pouvoir être. Et comment tu as appris justement à lever ces résistances pour te détacher de l'auto-exigence que tu cultivais ? C'est passé par plusieurs axes, parce qu'en fait l'exigence, finalement, quand elle se place à un endroit de ta vie, ça peut être qu'un domaine au début, et puis en fait tu te rends compte que ça glisse dans d'autres domaines. Ça s'infuse partout après. C'est ça. Donc tu te retrouves à être très exigeante envers toi-même en amour, et du coup être très exigeante envers ton compagnon ou ta compagne selon ton orientation sexuelle. Tu peux te retrouver au niveau du travail, si tu es en entreprise, dans une très grande forme d'exigence pour pouvoir satisfaire ton boss. Mais quand tu es freelance aussi, te retrouver dans une super grosse exigence et finalement oublier tes besoins et oublier aussi le fait que si tu es freelance, c'est aussi pour kiffer la vie. Oui. Et être libre. Et organiser tes journées comme tu le souhaites. Voilà, et pas juste être en mode je taffe. Donc il y a eu plusieurs axes qui m'ont sorti de l'exigence. Il y en a un qui a été forcément ça a été un gros parcours dans ma vie, qui a été l'AVC. Donc parce que j'ai fait un AVC à 33 ans. Et en fait, le fait de ne plus pouvoir être performant, parce que du coup mon corps était plus à l'arrêt qu'avant. Donc je perdais en termes de capacité physique, je perdais aussi en termes de capacité intellectuelle d'une certaine manière, dans le fait de me repérer dans l'espace. Enfin, il y a eu plein de capacités cognitives qui ont été amoindries à ce moment-là. Et le fait d'être d'une certaine manière immobilisé, l'air de rien, ça oblige à se confronter à ce besoin de performer et de se dire, ok, si je ne peux plus performer, si je ne peux plus être dans cette exigence envers moi-même de devoir faire, qu'est-ce qui reste ? Et donc là, il reste les émotions, il reste les pensées, il reste plein de trucs qui demandaient à être vus. Et c'est là que le moment du soulevé de tapis se fait pour voir, regarder réellement et se confronter à soi. Et là, pour le coup, c'est une vraie confrontation. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme une rencontre. Et pourtant, j'avais fait déjà plein de trucs avant. Mais il y a vraiment eu cette conscience du ok, où j'en suis en fait réellement aujourd'hui, malgré tout le chemin qui a été fait, avec tous les enseignements que j'ai pu déjà avoir. En fait, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas complètement ancrées et qui sont pas complètement incarnées. Ça m'a permis de voir ce qui était purement théorique et ce qui était réellement incarné. Et donc, qu'est-ce que tu as découvert de fondamental sur toi, en dessous de ce tapis ? Et de fondamental, que j'avais beaucoup de pensées et que j'avais l'esprit très agité et que j'étais beaucoup dans le rejet de l'expérience. Et c'était assez fou parce que je me dis mais je vais chercher des expériences tout le temps, je suis tout le temps là-dedans, mais quand c'est la vie qui m'apporte une expérience, tu la veux pas. Je la veux pas. Et là, je la voulais pas. Évidemment, j'avais pas envie d'être immobilisée, j'avais pas envie de vivre ça, j'avais pas envie de vivre ce handicap d'une certaine manière. Parce que c'était pas ton choix. Parce que c'était pas mon choix. Et là, d'un coup, de me retrouver face, ok, comment tu gères quand c'est pas toi qui contrôle, quand c'est pas toi qui décide, quand c'est pas toi qui choisis l'expérience. Là, j'ai bien vu que c'était bien plus complexe que ça en avait l'air. Et en fait, ouais, ça a été une de mes plus belles expériences de vie au final, parce que c'était une des plus douloureuses, hein, mais ça a été une des plus belles dans le sens où j'ai pu me poser avec moi-même.
Et donc de me poser avec moi-même, je me suis vraiment assise avec moi, j'avais pas le choix. De toute façon, j'étais obligée d'être avec moi. Donc bon, c'était comme ça. Coucou Marion, qui es-tu? Ouais, voilà, c'était ça un peu, c'était tous les jours. Bon, eh bien, qu'allons-nous faire? Bah rien. Donc posons-nous avec nous. Et c'était extrêmement fort, en fait, parce que j'avais fait un Vipassana quelques années avant. Donc pour rappel, Vipassana, c'est 10 jours de méditation. Oui, c'est ça. En silence. Dans le silence. Et cette expérience m'avait déjà quand même bien chahuté. Enfin, j'avais bien flippé avant de la faire et ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais je pensais qu'après avoir fait ça, c'était bon. Tu te connaissais bien, c'était ok, tu pouvais naviguer dans la vie sereinement. Exactement. Mais non. Il m'a montré, ok, t'as choisi de t'asseoir, parce que c'est ça, c'est 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours. T'as décidé de t'asseoir, bah voyons voir maintenant à ce moment-là. Donc, va creuser un peu plus loin. Descends encore un peu plus bas au fond de toi. Descends dans tes propres profondeurs, parce que là, en fait, ce que t'as touché, c'était peut-être que la surface. Ce qui était déjà dur à aller chercher, la surface. Enfin, déjà, il y avait des choses pas faciles à aller regarder. Mais là, c'est, ok, descends plus bas, en fait. Qu'est-ce que tu as rencontré de nouveau, plus bas? Ta sensibilité, peut-être? Ouais, complètement. Parce qu'en fait, je suis très sensible. Et en fait, je m'étais toujours un peu... je m'étais coupée de cette sensibilité, très clairement. Enfin, j'avais demandé même à me couper de cette sensibilité parce que je voyais bien que ça ne fitait pas avec le reste du monde. Enfin, en tout cas, avec le reste du monde comme je le connaissais. Parce que depuis, j'ai bien rencontré beaucoup de gens très sensibles et au final, ce monde me plaît parfaitement. Et je suis très heureuse aussi de voir des gens qui sont moins sensibles et de les ramener à leur sensibilité. Parce qu'en fait, je me rends compte d'accompagner des gens qui se disent moins sensibles, que finalement, c'est une coupure aussi avec leur sensibilité et qui sont pas moins sensibles, c'est parfois juste une forme de protection. Parce que justement, il y a peut-être eu un rejet de cette sensibilité de la part des proches ou d'eux-mêmes, peu importe ce qui s'est passé dans leur vie. Mais, et tout ton travail, il est là. Et tout mon travail, il est là. À tout un chacun de reconnecter avec leur sensibilité. Complètement. Et d'être... je dirais pas d'être fier de sa sensibilité, mais en fait, de la rendre normale. Et que ce ne soit plus un sujet, en fait. C'est juste, comme tu vois, il y a des fleurs qui poussent. Bon, bah, c'est pas un sujet qu'elles poussent. Il y a des arbres qui poussent, c'est pas un sujet. Il y a des requins dans l'océan, c'est pas un sujet. En fait, c'est comme ça. Et là, de se dire, ben, il existe des gens sensibles sur cette terre, mais en fait, ce n'est pas un sujet. Ils sont là, ils ont leur place. Et en fait, comment on vit tous ensemble. Et donc ça, cette sensibilité, elle s'est réveillée vraiment à ce moment-là. Et comment est-ce que tu as appris à l'assumer, toi, ta propre sensibilité? Une fois que tu l'as identifiée, après, il faut savoir quoi en faire. Oui, complètement. Et en fait, c'est passé, il y a eu plein d'étapes, parce que tout se fait pas en un claquement de doigts, évidemment. C'est des étapes, c'est un process qui se fait au fur et à mesure. Déjà de la reconnaître, de regarder quelle est cette sensibilité, tu vois, de se dire, ok, ma sensibilité ressemble à quoi? Est-ce que c'est une sensibilité, qu'est-ce qu'elle m'apporte, en fait, cette sensibilité? Et donc, de la reconnaître, c'est pas juste se dire, ok, je suis sensible, mais je suis sensible sur quoi? Qu'est-ce qui active mes émotions? Qu'est-ce qui active l'émotion, même avec un grand E? Qu'est-ce qui active la joie? Qu'est-ce qui active l'empathie? Qu'est-ce qui active la créativité? Qu'est-ce qui active le sentiment de connexion à l'autre? Enfin, et à travers, sous quel outil? Est-ce que c'est à travers l'art? Est-ce que c'est à travers la peinture, le dessin, le chant? Est-ce que c'est à travers la discussion? Est-ce que c'est à travers le regard qu'on peut porter sur les autres? Est-ce que sur la beauté, le regard qu'on peut porter sur la beauté du monde? Enfin, ça peut se transcrire de tellement de manières. Mais donc moi, ça a été ça, de reconnaître quelle était ma sensibilité déjà, même si elle est vaste, et je pense que pour tout le monde, il y a une sensibilité qui peut être très vaste lorsque vraiment on met le doigt dessus. Mais c'est déjà de reconnaître reconnaître un trait de sa personnalité et de pouvoir se dire, ok, ça existe. Donc une fois que ça existe, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je l'expose en fait aux yeux du monde? Donc moi, je sais que c'est passé par des gens déjà en qui j'avais extrêmement confiance. Donc de me dire, ok, je sais que c'est des gens où l'amour est acquis, entre guillemets, où je sais que voilà, c'est un amour inconditionnel envers moi, et donc si je me montre dans ma pleine entièreté, dans ma pleine authenticité, tu seras acceptée. Je serai acceptée. Tu te sens sécure, en fait. Il y a une notion de sécurité derrière ça. Complètement. Donc c'est pour ça que vraiment, moi je trouve que c'est hyper important de déjà se montrer auprès de personnes où on sait qu'il y aura une acceptation complète, ou vers des personnes où il y a
aucun enjeu émotionnel, on se dit c'est des inconnus, et c'est pour ça que parfois on a vachement de facilité à, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, hein, soit te retrouver face à une personne, tu la rencontres en voyage, vous passez une soirée, vous racontez votre vie. Et c'est hyper fluide. Et en fait, vous vous dites, bon, bah, de toute façon, on se reverra peut-être jamais, mais t'as livré un truc parfois qui était genre, mais un secret que t'avais jamais révélé à quelqu'un, ou une vulnérabilité comme tu l'avais jamais montré à personne, parce qu'en fait, tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc tu dis, bon, bah, au pire, je suis jugée par cette personne. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est quand tu commences à... Pour moi, c'est des entraînements. C'est tu t'entraînes et après, tu vas un petit peu plus loin. Tu vas vers des gens où tu sais que potentiellement, bah, c'est pas complètement acquis, ou ça demande un effort, ça demande un vrai engagement en fait envers soi-même, de se dire, ok, je crois assez, j'aime suffisamment cette sensibilité pour commencer à la montrer à des personnes qui potentiellement peuvent ne pas être sensibles à cette sensibilité. Et donc là, c'est de s'entraîner et de se dire, ok, ben si je chute et que la personne me rejette, finalement rejette ma sensibilité, c'est aussi d'apprendre, et ça, je trouve qu'un des accords Toltec est très pertinent, c'est de ne pas le prendre pour soi, en fait. De Ne dire, rien prendre personnellement. Exactement. Donc il y a vraiment ce truc de, ok, l'autre est en train de vivre sa réalité, visiblement nos deux réalités, peut-être qu'elles ne peuvent pas se conjuguer aujourd'hui, peut-être qu'elles se conjugueront plus tard. Mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que nous n'arrivons pas à entrer en connexion. T'as eu des moments comme ça, justement, dans ces phases d'acceptation de ta propre sensibilité, où t'avais l'impression d'échouer, où tu te dévoilais en toute vulnérabilité, où la personne en face de toi n'a pas du tout été réceptive ou réceptive à ça? Eh ben ouais, ça arrivait plus d'une fois. Badaboum. Ouais, plus d'une fois. Et oui, il y a eu des... Et puis c'est vrai que les gens n'étaient pas forcément très tendres avec moi à ce moment-là, mais c'était des trucs, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans le mais elle est complètement perchée, elle est complètement à la masse, non mais elle est trop émotive, elle est trop ceci. Donc des choses qui peuvent être blessantes, bah, quand tu arrives avec justement en disant je me dévoile et je me montre tel que je suis. Et quand tu n'as pas appris justement à ne rien prendre personnellement. Ouais, parce que c'est une phrase écrite comme ça, oui, tu vois, on la lit, on se dit, bah, bien sûr, je ne prends rien personnellement. Oui. Mais quand il s'agit de la mettre en action, c'est plus compliqué que ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est magique dans tous les peuples racines, en fait. C'est vraiment ça. Les enseignements de base, c'est incarne ce que tu dis. Et c'est pour ça que parfois, bah là, sur les accords Toltec, il y en a très peu. Il n'y a pas besoin d'en avoir 70. Parce qu'en fait, déjà, d'appliquer les 4 premiers, c'est déjà un bon boulot. On va les rappeler, tiens, d'ailleurs. Alors, il y a ne rien prendre personnellement, toujours faire de son mieux. Ouais, la parole impeccable. La parole impeccable. Et le dernier... Attends, j'ai un trou de mémoire. Attends. Et ne rien supposer. Ah, ne jamais faire de suppositions. Ouais. Ne jamais faire de suppositions, avoir une parole impeccable, ne rien prendre personnellement, toujours faire de son mieux. Mais déjà, d'ancrer ça dans son quotidien, mais c'est tellement difficile. Bah, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que parfois, et je sais que ça c'est un des enseignements du yoga qui a été très fort, un des premiers enseignements que j'ai reçus, c'est concentre-toi sur un enseignement philosophique et dédie-toi à cet enseignement. N'essaye pas de tout maîtriser, n'essaye pas. Et ça m'a sorti aussi de l'exigence, d'une certaine manière. Parce que dans l'exigence, en tout cas, moi, dans l'exigence que je pouvais avoir envers moi-même, c'était d'exceller dans tout. Je me disais, il faut que j'excelle dans tout, parce qu'il faut que j'apprenne absolument tout. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc-là. Enfin, si, je sais pourquoi, mais il y avait vraiment ce truc de je dois exceller. Et là, d'un coup, de se dire, concentre-toi sur un truc. Juste un truc. Apprends un truc, fais-le bien, fais-le, maîtrise-le. Et après, tu passeras à un deuxième enseignement. Et là, apprends à maîtriser. Déjà, comme dans les arts martiaux aussi, où on t'apprend à maîtriser un geste avant de passer sur le prochain. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'apprendre 70 gestes que tu maîtriseras pas. C'est prends le temps, en fait, aussi de processer. Et dans une posture de yoga, c'est ça aussi. Prends le temps de sentir la posture et de voir tout ce qu'elle te fait vivre, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau des pensées, ou au niveau spirituel. Vois ce qui se passe. Tu peux la refaire 1 million de fois. Elle n'aura jamais la même saveur. Et ce sera la même posture. On en revient à l'auto-exigence, mais cette envie et ce besoin que tu avais de toujours exceller, est-ce qu'il appartenait au diktat de la société? C'est des schémas que tu avais intégrés ou c'était vraiment inhérent à qui tu es? Je pense qu'il y avait... alors, mon père, il est né à Madagascar.
Et il est arrivé en France, je sais plus quel âge il avait, dans les 25-26 ans, où c'était au moment de l'indépendance de Madagascar, et on leur a demandé de choisir d'avoir soit d'abandonner la nationalité malgache pour prendre la nationalité française, ou de refuser la nationalité française et de garder celle malgache. Et donc il a décidé d'abandonner sa nationalité malgache pour avoir une chance de venir en France, donc en faisant son service militaire. Et je sais que mon père, il a eu cette grande exigence parce qu'il y avait ce besoin d'intégration. Donc de se dire, plus ma fille sera intégrée, plus elle sera excellente et elle sera la première partout, plus elle aura de chance de faire sa place ici, et pas juste en tant qu'enfant d'immigré, mais parce qu'elle aura sa place en tant que Française, et en tant que Française cultivée, qui sait se débrouiller, qui a appris la culture française, et ma mère est française. Et je sais que ça a été beaucoup porté par mon père. Cette exigence, elle vient beaucoup de lui. On doit s'intégrer, et pour s'intégrer, tu dois maîtriser les codes d'ici. Et donc, la France, pays des Lumières, pays des penseurs, tu dois arriver à penser, tu dois réfléchir, tu dois te poser des questions. Donc, tu dois être dans cette constante réflexion qui te permet d'aller plus loin et qui te permettra de pouvoir avoir des discussions plus poussées et de pouvoir évoluer et finalement avoir une place dans cette société qui sera une place juste pour toi et pas une place qui pourrait être une place de second choix, entre guillemets. Et une des choses qui t'a aussi aidé à sortir de cette exigence, c'est la reconnexion au plaisir. Oui, complètement. Ça a été un vrai sujet. Ça, je m'étais fait un auto-coaching. Enfin, il y a eu plein de trucs. Mais dans l'auto-coaching, c'était de me faire un kiff par jour. Je m'étais dit, tu vois, je reviens avec le il faut. Finalement, je me voyais d'une certaine manière m'éteindre. Enfin, tu vois, je te parlais d'énergie vitale, oui. Mais je voyais que cette exigence, finalement, j'avais l'impression d'être un animal en cage. Ok, c'est cool, je sais faire plein de pirouettes. Mais elle inhibait ta joie de vivre. Ouais. Tu vois, il y avait plus ce côté wild, tu vois, le côté un peu sauvage, le truc où tu te dis, ok, c'est pas parfait, mais en fait, c'est vivant, quoi. C'est vrai. Et en fait, il y a eu plein d'exercices d'auto-coaching que je me suis fait, mais là, celui qui me vient en tête, là, tout de suite, c'était vraiment de me dire, ok, tu fais un truc qui te fait kiffer, mais qui n'a aucun but, enfin, qui n'est pas, qui n'a pas une recherche de résultats, tu vois, où il n'y avait pas de recherche de résultats, c'était juste, t'as envie de le faire, fais-le. Il y a eu ça, mais qui a été couplé à un mantra que je m'étais fait, c'était de dire oui aux propositions de la vie. Mais c'était vraiment, voilà, tu dis oui à la vie. Chaque proposition qu'on te fait, évidemment des propositions qui ne m'amènent pas dans des trucs dangereux, mais qui ne mettent pas en péril ma vie. Mais en fait, ça m'a réappris aussi à prendre le temps. Et en fait, prendre le temps, ça me déconnectait de l'exigence, parce que dans l'exigence, il y a cette notion de timing aussi, de devoir être à l'heure, de devoir faire les choses avant telle heure, tel jour, etc. Alors après, c'est bien d'être aussi de pouvoir rendre les choses et de pouvoir d'être quelqu'un sur qui on peut compter, ou en tout cas quelqu'un de confiance, aussi pour soi et surtout pour soi. Mais il y avait ce truc de, finalement, quand tu prends le temps et que tu te laisses vivre. Et en fait, c'était ça, de me laisser vivre. D'un coup, il y avait un truc de waouh, qu'est-ce que je respire mieux quand je me laisse vivre, quand je sors de ça à me dire, il y a un planning, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que, etc., il faut que j'apprenne ça, parce qu'il y avait ça aussi, il faut que j'apprenne ça. Et là, ça redescendait à juste du pur moment présent. Et dans la présence, c'est, qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Quand ton mental, il est coupé, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quand t'es plus dans une planification, qu'est-ce que là tu ressens? Est-ce que tu as besoin de te reposer? Est-ce que tu as envie de lire? Est-ce que tu as envie d'aller te baigner? Est-ce que tu as envie d'aller voir une expo? Et d'un coup, tout ça, est-ce que tu as envie de manger une glace? Tu vois, un truc aussi... parce que dans le yoga, il y a une grosse exigence aussi. Et puis, il y a un des enseignements qui est brahmacharya et qui est l'abstinence. Donc en fait, c'est l'abstinence. À l'époque, avec les brahmanes, c'était l'abstinence sexuelle, mais là aujourd'hui, si on le met dans un cadre plus moderne et occidental, ce serait le fait d'une forme de privation, d'apprendre à se détacher justement du plaisir pour pouvoir rentrer dans une forme d'ascèse et de pouvoir justement être dans une discipline dans ta pratique. Mais c'est pour le bien-être de ton corps, c'est pour te dire, voilà, le corps fonctionne super bien, etc. Donc c'est voilà. Et tu sentais que ton corps se sentait moins bien justement dans cette privation?
Alors, il se sentait super bien. Franchement, j'ai jamais été aussi claire dans mes pensées quand j'étais végane, sans gluten, sans alcool, sans sucre. Enfin, j'ai été vraiment très disciplinée, extrêmement disciplinée. Et j'ai jamais été autant performante physiquement aussi dans ça et aussi claire dans ma pensée. Enfin, Okay. c'était magique hein, d'avoir ces résultats aussi. Mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui était de l'ordre de je serre la vis tout le temps. Et c'était trop serré. Et c'était trop serré. Et en fait, de me laisser tranquille, de me lâcher la grappe, en fait. C'était vraiment ça, de me dire, ça veut pas dire passer dans un truc extrême de l'autre côté et d'un coup être dans un truc où ça part dans tous les sens, mais juste de pouvoir me dire, bah tiens, là aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de dormir et j'ai pas du tout, là je dois pas me lever à 6h du mat pour pratiquer. Bah non, en fait. Et est-ce que tu culpabilisais au début ? J'imagine qu'au même titre où tu as commencé à accepter ta sensibilité, tu sais, tu nous disais juste avant que tu essayais de passer des paliers. Ok, là j'essaie un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu. Peut-être que lâcher les vis, là c'était aussi justement le faire étape par étape. Ouais, complètement. Parce que je me suis bien heurtée à la culpabilité et à l'auto-jugement, du coup. De me dire, bah tu vois, t'es pas discipliné, ou tu vois, tu t'engages pas, tu t'étais fait une promesse et au final tu la lâches. Enfin, tu sais, plein de pensées finalement extrêmement difficiles envers soi. Et qui ne t'appartiennent pas. Ouais, et qui sont vraiment, qui ne m'apportent rien. Et c'est en ça que tu as identifié plusieurs comportements qui nous empêchent justement d'accéder à notre lumière au final. Ouais, complètement. Donc il y a vraiment, tous ces conditionnements en fait. C'est vraiment des conditionnements qui limitent finalement un potentiel même d'être exploré. Et c'est ça qui est beau parce que quand tu te retrouves, alors c'est marrant parce que là j'ai cette image de l'artiste, tu vois, qui est face à sa feuille blanche et il se retrouve à ok, qu'est-ce que je fais avec cette feuille blanche. Donc il a besoin du cadre, c'est la feuille, mais après à l'intérieur il a le droit de tout faire. Et en fait c'est en ça où tout l'apprentissage il a été là-dedans. Quel est mon cadre pour que je me sente en sécurité et que je sente que je prends suffisamment soin de moi, mais comment je peux aussi m'autoriser à être dans du freestyle dans ce cadre à partir du moment où je me sens sécure, je me sens safe. Et en fait, c'est là que j'ai vécu les plus beaux, déjà les plus belles synchronicités, les plus belles rencontres, elles sont faites comme ça. Les plus belles prises de conscience aussi sont faites comme ça parce que d'un coup, il y avait quelque chose qui lâchait. Mais vraiment, et qui était le conditionnement mental, quelque chose qui, t'es plus obligé de rien. Plus obligé. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'es plus dans l'obligation de ? Aujourd'hui, tu te sens mieux ? Ah ouais, carrément. Ouais, c'est cool. Et tu culpabilises plus du tout ? Bah, je culpabilise. Parfois, j'ai quand même l'émotion qui revient en me disant, ouais, peut-être que j'abuse. Tu vois, c'est ça, la phrase qui revient, c'est, ouais, t'abuses quand même, peut-être un peu. Et il y a un truc qui fait, ouais, mais quand même, c'est cool. Bon, non, franchement, c'est cool. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion de plaisir. Et dans la notion de plaisir, c'est aussi des deals que je fais avec moi. Et c'est des deals qui sont hyper doux, en fait. C'est dire, par exemple, je vais pas pratiquer aujourd'hui parce que j'ai juste envie de chiller, j'ai envie de me faire une grasse mat et voilà. Bah, c'est de me dire, ok, mais le lendemain, je me fais des deals. En fait, là, je sais pas ce que je pourrais me dire pour le lendemain parce que ça dépend. Là, je suis bien, donc je pourrais. Là, aujourd'hui, je suis en forme, donc je me dirais, bah oui, on continue la pratique et on continue comme ça, quoi. Mais voilà, c'est me dire comment je prends plus soin de moi le lendemain, enfin soin de moi dans le sens où le repos c'est du soin aussi, mais comment je prends soin de moi dans le fait de prendre soin de mon écologie intérieure aussi, et pas, c'est comme un jardin en fait. Le jardin, ben tu peux être dans ton jardin et faire ton jardin, faire tes plantations, etc. tous les jours. Puis à un moment tu dis bon là je me fais une petite pause, je suis pas obligée de le travailler aujourd'hui. Bon bah si c'est une journée, en fait ça va pas avoir beaucoup d'impact. Par contre, après, si tu laisses ton jardin plusieurs jours, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 3 mois, bah, ça devient complètement, t'as plein de mauvaises herbes, mais en fait, t'as 10 fois plus de boulot que si tu continues à le faire tous les jours. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre à trouver. C'est une question d'équilibre, hein. Complètement. Il y a un autre sujet aussi qui t'anime beaucoup, oui. Marion, et qui nous relie toutes les deux, c'est celui de la liberté. Oui. Et longtemps, tu as dissocié l'engagement de la liberté. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'engagement toutes les deux. Ouais. Quel est ton rapport à l'engagement ? Ouais, bah l'engagement, c'était compliqué, comme tu le sais. Ça a été compliqué pour moi. Je pense que l'engagement qui a été le plus dur, finalement, à trouver, c'était l'engagement envers moi-même.
Ça a été vraiment ça, en fait. Et c'est pour ça que l'engagement envers les autres, dans le travail, était extrêmement facile. Et je précise dans le travail, parce que l'engagement amoureux était difficile, l'engagement de lieu de vie était difficile, mais l'engagement dans le travail, ça a toujours été quelque chose d'assez facile. De me dire, je m'engage, c'est bon, le contrat, je l'honore, etc. Et ça a toujours été simple. Mais je pense de cette aussi notion d'excellence, de dire, on m'attend aussi. Donc, mais du coup, tous les engagements qui étaient rattachés à ton intimité, au final, ceux-là, ils étaient plus difficiles. Complètement. Donc là, c'était beaucoup plus... c'était plus complexe. Pourquoi ? C'était beaucoup plus complexe. Parce que, je trouve que dans l'engagement dans l'intime, c'est aussi des engagements aussi envers son intimité avec soi-même. C'est pas juste l'intimité avec l'autre, mais c'est aussi son intimité avec soi. Donc ça demande en tout cas, moi, ça m'a demandé d'être très au clair sur mes besoins émotionnels aussi, et pas juste mes besoins de réussite, ou qui étaient parfois des besoins de fuir. En fait, je me rendais compte que c'était de la fuite dans le travail, parce que la relation intime me faisait tellement peur, parce qu'il y avait beaucoup de choses cachées sous le tapis. Ouais. Punaise, il y en avait des choses sous le tapis. Ah, il y en avait pas mal, hein. À la fin de cet épisode, tout le monde va lever le tapis chez eux. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a mais surtout qu'après, plus tu soulèves le tapis, mais c'est comme quand tu fais... ça, c'est en ashram, dans les monastères, où on t'apprend, en fait. Tu laves le premier coup, puis après, quand tu fais carreau par carreau, c'est là que tu te rends compte que c'est un peu plus sale que ce que ça en avait l'air. Mais c'est là où il y a une vraie dévotion aussi envers soi. Tu t'arrêtes pas au superficiel, quoi. C'est ça. Et mais c'est ça qui est drôle dans ces enseignements aussi, de laver le sol. Mais ouais, l'engagement intime, comme je perçois en tout cas la relation lorsqu'elle est intime, c'est une vraie mise à nu. Donc il y a la mise à nu physique, évidemment, mais il y a la mise à nu du cœur aussi. Et quand le cœur a été blessé, ou on est beaucoup sur Terre à avoir eu des cœurs un peu maltraités, que ce soit de notre enfance ou d'histoires amoureuses qu'on un peu écorché les parois, et parfois pas que les parois, aussi le centre du cœur. Et en fait, de se retrouver finalement face à quelqu'un dans une intimité de cœur à cœur, et pas juste de corps à corps ou de mental à mental, ça demande d'être vrai, quoi. Et dans ça demande de se regarder aussi en face, et de pouvoir se dire, ok, pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Qu'est-ce qui se passe en moi quand l'autre fait ça ? Pourquoi j'ai cette réaction émotionnelle ? Pourquoi j'ai ce sentiment-là qui s'éveille, alors qu'avec une autre personne, je l'ai pas, elle peut faire la même chose, et en fait, ça me fait rien. Et quand c'est cette personne-là, pourquoi ça génère quelque chose en moi ? Où est-ce que ça m'insécurise ? Et en fait, l'insécurité me donnait le sentiment que j'allais perdre cette liberté, parce qu'en fait, quand j'étais toute seule, finalement, je faisais ma vie comme je faisais, j'avais aucun compte à rendre à personne. Enfin, professionnellement, si, mais j'étais OK avec ça, parce que ça n'engageait pas mes émotions. Ça n'engageait pas mon petit cœur, en fait. Et là, d'un coup, de me dire, waouh, mais est-ce que mon cœur va pas resubir quelque chose qui pourrait le heurter, alors que j'ai tellement mis de temps à recoudre finalement les cicatrices, les blessures, et c'est là où finalement l'engagement s'est créé comme ça. C'était de me dire, et je continue à me le dire et je continue à le dire, c'est que si une cicatrice peut se rouvrir face à quelqu'un, c'est que peut-être la plaie n'a pas complètement été désinfectée et guérie. Il y avait vraiment ce truc de ok, en fait, comment tu te poses avec toi, encore une fois, c'est se poser avec soi, comment tu te poses avec toi, et tu regardes, encore une fois, tu t'assieds, tu te regardes face à face, et tu dis, ok, en fait, de quoi t'as peur là ? De quoi t'as peur fondamentalement ? Ah j'ai peur de souffrir encore. Ok, mais de souffrir par rapport à quoi ? En fait, la souffrance, elle te dit quoi ? La souffrance, elle exprime quoi ? C'est quoi cette souffrance, en fait ? Parce que juste, j'ai peur d'avoir mal, mais par rapport à quoi, en fait ? Donc déjà, d'identifier ça permet là d'être vrai aussi avec soi, de se regarder et d'être hyper honnête envers soi-même, et dire en fait je flippe de ça parce que j'ai vécu ça avant, et du coup j'ai peur de revivre la même situation, et je sens que je suis pas complètement guérie de ça. Mais c'est hyper courageux justement de prendre ce temps avec soi, de s'asseoir face à soi-même en se demandant de quoi est-ce que j'ai peur, pourquoi je ressens ça. Là où la plupart du temps, quand on va rentrer dans cet inconfort, on va chercher à le fuir
en faisant des choses. Donc on va appeler une amie, tiens, ça te dit, on va pas prendre un verre, on n'irait pas au cinéma, et où au final, on procrastine ce moment où on va vraiment se faire face. Ouais. Donc c'est très très courageux d'arriver à le faire. Ouais, mais en fait, je vais donner une autre définition du courage, parce que c'est une amie qui m'avait donné cette définition et je l'ai trouvée super belle. Quand on parle de courage, on parle de cœur à l'ouvrage. Et en fait, je trouve ça tellement beau de se dire, en fait, c'est juste ton cœur qui se met à l'ouvrage pour finalement se réparer. Et je trouve ça tellement poétique, en fait, de voir ça comme ça et de se dire, ok, et puis après l'AVC, c'est vrai que c'était plus facile pour moi de m'asseoir à mes côtés. Du coup, comme j'avais pas eu le choix, il y a des trucs de qu'est-ce qu'on fait avec nous, tu vois, enfin vraiment ce truc me, myself and I, qu'est-ce qu'on fait avec nous en fait, Marion? C'est ça. Mais d'une certaine manière, ça demande du courage et pas tant que ça, en fait, parce que quand tu développes une relation avec toi-même, en fait, t'as qu'une envie, c'est que cette relation elle soit belle. Donc pour que cette relation elle soit belle, ça demande un peu de communication, ça demande du soin, ça demande de justement se poser et se dire. Ok, viens, on discute. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc le courage, il viendrait presque au moment où on se dit, ok, on se rencontre toi et moi, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, moi et moi. Ouais. Juste l'initiative de le faire, c'est le pas le plus courageux au final. En fait, c'est ça. Parce qu'après, on peut ne pas se poser les bonnes questions. Et ça arrive souvent, de pas savoir par quel bout tirer la corde, en fait. Et de se dire comment je dénoue cette pelote de laine qui est passée à moi, je suis paumée face à ça. Mais il y a cette notion de, ok, j'ai peut-être pas les bonnes questions, mais déjà, je fais un pas vers moi. Et en fait, au fur et à mesure, c'est comme avec un enfant. En fait, donc j'ai pas d'enfant, mais je vois les enfants des autres et je vois les parents leur technique. Ton enfant, ou que ce soit quelqu'un d'inconnu, enfin de toute façon ton enfant c'est un inconnu quand il arrive, même si tu l'as porté, etc. Tu l'attends, mais ça reste quand même un inconnu à rencontrer et à découvrir. Et en fait, soi c'est la même chose. C'est de se poser les questions, juste de dire peut-être que je vais pas me poser les bonnes questions, peut-être que je vais faire des heures de questionnement et des heures d'aiguillage, mais finalement c'est ce qui va me permettre d'encore mieux me comprendre. Parce que c'est en faisant des erreurs que je vais me comprendre. Et comme avec un enfant, quand on comprend pas ce qu'il veut parce que la parole n'est pas encore là et qu'il exprime d'une manière qu'on apprend à décrypter. Avec quelqu'un d'autre, c'est pareil. Donc comment on apprend justement à créer son propre vocabulaire, à créer son propre dictionnaire avec son vocabulaire et pouvoir se dire, ok, en fait, quand j'ai telle réaction, visiblement, ça fait plusieurs fois qu'on la vit ensemble. Donc, potentiellement, je peux commencer à avoir assez de matière pour pouvoir en ressortir une analyse, en fait. Mais effectivement, c'est de prendre le temps. Et parfois, on se dit, ouais, j'ai pas le temps, etc. Parce que ça nous fait peur. Parce que ça nous fait peur, c'est ça. Et en fait, c'est cultiver l'autocompassion. Au final, c'est de se demander qu'est-ce qu'on ressent et de quoi est-ce qu'on a besoin. Et au final, c'est s'apporter le soin qu'on apporterait à sa ou son meilleur ami. Exactement. Il y a Frédéric Lopez qui en parle beaucoup. Ouais. Et donc, c'est cultiver l'autocompassion là où bien souvent on cultive l'autosabotage. Donc toi, pendant de longues années, tu étais dans l'autosabotage avec cette auto-exigence. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que la bienveillance envers toi-même, elle est acquise? Ouais. Franchement, et ça me donne des frissons de le dire. Waouh. Parce que vraiment, je suis tellement douce avec moi. Enfin, et là, ça m'émeut de le dire. Parce que ça m'émeut beaucoup là. Ça a tellement pas été le cas pendant des années. En croyant que j'étais bienveillante envers moi-même aussi. Parce que quand j'étais dans une exigence, même avec le yoga, avec tout ça, tu es dans un truc hyper bien-être de ton corps, de ton mental, il faut que tu apprennes à tuer ton ego, à gérer. J'étais là, waouh, mais en fait, mon ego, il a quand même une importance, sinon il serait pas là, pourquoi je dois le tuer? Enfin, du coup, plein de questionnements qui sont venus et qui ont été mes magiques. Ça a été un long travail, hein, et ça continuera. Donc, c'est acquis aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se travaille. En fait, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est acquis, je le sens que c'est là. Mais par contre, ça me demande de continuer à générer des efforts pour que, justement, ça ne se perde pas. Pour que le muscle reste entraîné au final. Exactement. Comment est-ce que tu le travailles tous les jours ? Je le travaille déjà en me demandant tous les jours, je me demande de quoi tu as besoin aujourd'hui. En mémotechnique, c'est le PIES, donc comme le petit gâteau du jour. Donc pour le P, pour le physique, le I, l'intellectuel, le E, émotionnel et S, spirituel. Donc c'est de me demander tous les jours déjà de quoi j'ai besoin. Et plusieurs fois par jour, je me le demande en fait. Et je ne m'oblige en rien. Par exemple, un apéro sur la plage, de dire ok, c'est trop cool, il fait super beau. Il y a un truc en moi qui a peut-être envie.
et ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, le fait de me dire ouais, j'ai peut-être raté un moment qui va être trop cool avec les autres, etc. Mais là, c'est me demander, mais de quoi tu as besoin fondamentalement ? Est-ce que tu as besoin de voir du monde ou tu as besoin d'être à la maison, même s'il fait super beau ? Mais en fait, tu as besoin juste d'un temps calme. Donc déjà, ça fait partie de cette bienveillance envers moi. Le fait de plus me juger. Quand aussi, tu vois, j'ai des grosses émotions, en fait, de sortir du jugement vers mes émotions et plutôt me dire... bah ok, comment je prends soin de cette émotion et qu'est-ce que cette émotion est en train de me donner comme enseignement et comment est-ce qu'elle m'aide à me réajuster, à me réaligner pour que justement je me sente bien en sécurité, en harmonie avec moi. Et si tout mon être me dit non, c'est d'écouter mon intuition aussi. Donc il y a quelque chose de très fort aussi par rapport à ça, c'est d'être à l'écoute de ça et de me dire bah je suis née avec moi-même et je vais mourir avec moi-même. Oui. Donc la seule relation à laquelle vraiment de toute façon il n'y en a qu'une, la seule relation que je dois chérir et nourrir et veiller à ce qu'elle se passe au mieux, c'est celle avec moi-même. Donc cette bienveillance en fait elle est cultivée par ça, toujours avoir à l'esprit que cette relation c'est la plus précieuse que j'aurai à vivre dans ma vie. Donc comment je prends soin et je dialogue avec moi pour faire en sorte que cette relation puisse être la plus cool jusqu'au dernier souffle. Et alors la liberté au milieu de tout ça, c'est quoi pour toi ? Eh ben la liberté, c'est la liberté d'être avec moi. C'est vraiment ce sentiment de me dire quand je suis libre d'être avec moi, ça veut dire que je suis libre d'être moi. En fait, parce qu'il n'y a plus cette dualité de devoir être pour les autres ou de devoir être par rapport aux autres. Et pour moi, c'est ça la plus grande des libertés, c'est juste d'être soi. Et en fait, tout découle. Parce qu'en fait, ce que t'es, finalement, par extension, c'est ce que tu feras. Donc le fait d'être soi et d'être vrai et authentique et d'être dans cette vulnérabilité en tant que grande sensible, c'est aussi ça, en fait. C'est de me dire, j'ai la liberté de vivre mes émotions sans faire des marées et noyer les autres sous mes émotions. C'est pas ça, hein. Parce que c'est hyper important et c'est pour ça que je parle tout le temps de se poser avec soi, parce qu'en fait c'est déjà de vivre le truc avec moi-même et j'ai pas besoin que les autres vivent ce que je suis en train de vivre intérieurement. Mais la plus grande des libertés, c'est quand même de s'autoriser à être. La plus grande et la plus difficile à acquérir peut-être. Ouais, parce que parce qu'on vit en société, qu'on vit avec les autres, et que être soi n'est pas forcément le plus facile quand on a tendance à, dans les sociétés actuelles, à mettre les gens dans des cases, en fait. Parce que c'est plus facile, c'est plus compréhensible aussi. Donc c'est plus... Ouais, c'est cadré, donc tu sais, ok, t'es comme ça, t'es dans cette case, donc t'es comme ça. Alors qu'en fait, l'être humain est tellement complexe, et c'est tellement beau, en fait, c'est un monde à part entière. Une personne est un univers. Et c'est ce qui fait qu'on fait société et qu'on est l'humanité. Ouais. Marion, je vais te poser la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Eh ben, d'oser être vous, vraiment, parce que ça vaut vraiment le coup de vivre la plus belle histoire d'amour avec soi-même et de se l'apporter. C'est un cadeau d'une vie, en fait. C'est un vrai cadeau d'une vie. C'est magnifique. Merci Marion pour tout ce que tu nous as partagé. Merci c'est tellement précieux aussi de m'avoir prêté ce micro à œil, au troisième œil. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a des yeux juste en dessous de nous aussi sur le... Je sais même pas comment on appelle, c'est un set de table. Un set de table. Il y a des yeux qui ressemblent vraiment au logo de Nouvel Oeil, donc synchronicité de dingue. Ouais, complètement. Merci pour ton temps, pour tous ces partages. J'espère que ça fera du bien à beaucoup de monde qui nous écoute. Merci Marion. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et puis m'avoir ouvert le micro pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager et qu'on puisse juste vivre un moment propager ensemble. Cette lumière. Ouais. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.